Mama Sarah qui danse avec les siens dans le village de Kogelo au Kenya, c'est l'image de la semaine. Mama Sarah qui fête la victoire de son petit-fils Barack Obama, devenu le 44e président des États-Unis. Un président américain à moitié africain, cela veut dire évidemment beaucoup sur le continent. Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique, une édition que l'on consacrera en grande partie à la victoire de Barack Obama à la présidentielle américaine. Mais on parlera également des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo avec son flot de réfugiés. Jeudi fut exceptionnellement jour férié au Kenya, une journée pour célébrer la victoire de Barack Obama, la victoire de notre pays, a dit le président kenyan Mwai Kibaki en raison des origines de Barack Obama. Celui qui va devenir le 44e président des États-Unis est en effet originaire du Kenya. Son défunt père est de Kogelo, dans l'ouest du pays. C'est là que vit encore sa grand-mère paternelle. C'est un reportage de Stéphanie Braqueuet avec Johan Baudin. Comme un nouveau monde qui naît devant leurs yeux. Après une longue nuit d'attente et de prière à Kogelo, le fief des Obama au Kenya, c'est le pasteur Washington, le bien nommé, qui annonce la bonne nouvelle. Barack Obama est le président des États-Unis. Oui, c'est un Messie qui est arrivé pour le monde entier. Nous voulons remercier le peuple américain. Il n'a pas eu de préjugés raciaux. Ils ont voté avec leur cœur, sans se soucier d'où ils venaient. Ils ont voté pour des principes et pour une politique. Nous les remercions. La fête bat son plein. Même les élèves du collège Obama font l'école buissonnière. Puis, tout ce petit monde se dirige vers la maison de Mama Sarah, murée dans le silence depuis plusieurs jours. Une soixantaine de journalistes l'attendent de pied ferme et Mama Sarah compte bien prendre part aux célébrations. Si Barack a gagné, c'est parce qu'il travaille dur et c'est un bon chrétien. Il aime les gens. C'est une personne qui réunit les hommes comme son père. On va faire une grande fête avec un repas gigantesque avec tous les plats qui existent à travers le pays. Le président Kibaki a offert un jour férié ce jeudi au Kenya. La fête risque de durer plusieurs jours en l'honneur du fils du pays. Alors Barack Obama va faire son entrée à la Maison-Blanche en janvier prochain, de quoi susciter les espoirs les plus fous en Afrique. Mais qu'en est-il réellement de son programme en ce qui concerne le continent ? Que va-t-il faire pour l'Afrique qui ne pèse que 3% dans le commerce extérieur des États-Unis ? Un noir à la Maison-Blanche, c'est historique. Et en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, on se laisse aller aux espoirs les plus fous. Les Africains considèrent Barack Obama comme l'un des leurs. Pourtant, lors de sa campagne, difficile de trouver un mot pour le continent dans ses discours. Malheureusement, lors de la campagne, l'Afrique n'a pas été une des priorités pour la simple raison qu'il n'y a pas d'électeurs africains. La campagne a été faite pour les électeurs potentiels. Donc l'Afrique a été reléguée au deuxième ou au troisième plan malgré le fait qu'Obama soit noir. On peut toutefois se faire une idée de la politique africaine que devrait mener Barack Obama. D'abord, travailler à la sécurité et à la promotion de la paix à travers l'Afrique. Il veut aussi intégrer les économies africaines dans l'économie mondiale, ainsi qu'assurer la promotion de la démocratie. Enfin, il affirme vouloir lutter contre des maladies comme le sida ou la malaria. Sous l'administration Bush, l'aide américaine à l'Afrique avait doublé. Les États-Unis entendaient ainsi contrer l'influence grandissante de la Chine sur le continent, mais aussi s'appuyer sur l'Afrique pour déloger les terroristes. Avec Obama, les États-Unis vont arrêter de n'aider que les pays utiles dans leur lutte contre le terrorisme. Donc le soutien à certains pays et à leur régime militaire devrait se faire plus rare, alors que plus d'argent devrait être investi pour promouvoir des démocraties comme l'Afrique du Sud ou d'autres démocraties émergentes. Tous les espoirs des Africains reposent désormais sur les épaules de Barack Obama, mais au vu des défis que le nouveau président va devoir relever dans son propre pays, fort à parier qu'il lui sera bien difficile de contenter tout le monde.
Et la presse africaine se félicite de cette victoire de Barack Obama, une victoire, une élection historique. Quelques bémols tout de même. Certains éditorialistes rappellent que l'Afrique ne sera peut-être pas la priorité du 44e président des États-Unis. C'est en tout cas ce que rappelle le quotidien ougandais, le Monitor, qui cite des responsables ougandais qui affirment que d'abord Barack Obama privilégiera les intérêts américains. Il devra d'abord s'atteler notamment à juguler la crise économique aux États-Unis. Et puis on vous parlait au début de ce magazine de la grand-mère paternelle de Barack Obama, qui vit donc au Kenya. Une journaliste du Daily Nation l'a rencontrée. Mama Sarah Obama, 87 ans, affirme qu'elle va bientôt lui rendre visite aux États-Unis avec son plat préféré, des chapatis. Alors apparemment, ce n'est pas un plat africain, mais un plat indien. La situation en République démocratique du Congo avec une tension toujours très vive dans l'est du pays. Ce conflit au Kivu, on le rappelle, oppose les forces gouvernementales aux rebelles du Tutsi Laurent Nkunda qui bénéficierait de l'appui du Rwanda voisin. Les affrontements de cette semaine ont jeté encore sur les routes des milliers de personnes. Une tragédie sous l'œil des Nations Unies. Ces civils fuient les combats. Des images qui en rappellent d'autres. Celle d'une guerre entre les rebelles et le gouvernement congolais, supposé être achevée il y a 5 ans. À l'est du Congo, la paix ne s'est jamais installée. Le Nord Kivu est occupé par plusieurs groupes armés, parmi eux les rebelles congolais Tutsis, menés par le général Laurent Nkunda. Ni l'armée congolaise, ni la mission de l'ONU n'arrivent à freiner cette rébellion, forte de 6 000 hommes. Nkunda a réclamé une négociation directe avec le gouvernement congolais. Joseph Kabila, président du Congo, refuse sous prétexte qu'il ne veut pas négocier avec un rebelle. Or, ce rebelle a une capacité de nuisance terrible. Il est capable de défaire une armée nationale. Depuis cet été, les combats s'intensifient. Laurent Nkunda dit défendre ses troupes contre d'autres rebelles, des Hutus qui s'étaient réfugiés au Congo après le génocide du Rwanda en 1994. Certains de ces hommes sont accusés d'avoir massacré les Tutsis pendant la guerre. D'autres auraient rejoint l'armée congolaise. Le Congo est accusé de soutenir les génocidaires. Le Rwanda, lui, est accusé de profiter du pillage des richesses du Kivu, riche en or, café et minerais. C'est la région la plus riche du Congo. C'est aussi ce qui explique la violence des combats et le tragique de cette situation, jusqu'au boutiste de cette situation. C'est tous les enjeux économiques et les enjeux économiques, oui. L'ONU veut tenter de résoudre la crise par son intermédiaire Ban Ki-moon. Certains observateurs pensent que le changement du gouvernement américain pourrait jouer un rôle et résoudre cette crise qui affecte plus d'1 million de personnes dans l'est du Congo. On reparle de la prise d'otage au large du Cameroun. Cet enlèvement a été revendiqué par un groupe rebelle aux motivations plutôt floues, les Bakassi Freedom Fighters. La péninsule de Bakassi est un sujet de contentieux entre le Cameroun et le Nigeria. Pourquoi est-elle tant convoitée? Voici quelques éléments de réponse. Un territoire de 1000 km² entre le Nigeria et le Cameroun. Bakassi, la péninsule qui fâche. Longtemps administrée par le Nigeria, Lagos s'est finalement retirée en 2008 pour céder ce territoire à son voisin camerounais. C'est la Cour internationale de La Haye qui a statué après des années de contentieux entre les deux pays. La justice internationale a rendu son verdict en s'appuyant sur un traité signé à l'époque coloniale entre les Britanniques et les Allemands. L'accord prévoyait le rattachement de Bakassi au Cameroun. Mais après l'indépendance des deux pays, la péninsule est redevenue l'objet de toutes les convoitises. En 1994, le conflit s'enlise et débouche presque sur une guerre frontalière. Il faut dire que cette zone marécageuse au sous-sol riche en pétrole est déterminante pour délimiter la frontière maritime. La rétrocession s'est faite sans heurts cet été malgré l'opposition de la Haute Cour fédérale nigériane d'Abuja. Elle avait statué en faveur d'un gel du transfert de souveraineté. Aujourd'hui, Bakassi est une péninsule camerounaise soumise aux actions de groupes de rebelles nigérians qui refusent sa rétrocession. Voilà, on termine comme chaque semaine avec notre agenda, les événements à suivre. Tout d'abord, un forum régional sur le réchauffement climatique à Dakar, au Sénégal, avec la participation de l'Union européenne. L'Afrique de l'Ouest, qui émet peu de gaz à effet de serre, est en revanche une région fortement touchée par le réchauffement climatique. Un seul exemple, la pluviométrie du Sénégal a diminué d'environ 30% en
40 ans. À suivre également un congrès sur l'eau en Afrique du Sud à Johannesburg. On y parlera de développement des infrastructures et des problèmes de distribution d'eau. L'eau, vous le savez, c'est un problème de premier ordre sur le continent africain. Et puis plus léger, les 44e championnats du monde de pétanque. C'est à Dakar, au Sénégal. 65 pays y seront représentés. Voilà, c'est la fin d'une semaine en Afrique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. Très bon week-end à tous.